Bonsoir. L'Algérie, l'été de tous les dangers. C'est le titre de notre émission. Vous pourriez penser que nous sommes un peu dans l'exagération et que les feux de forêt, avec le réchauffement climatique au niveau de toute la planète, se déclarent un peu partout, qu'ils font autant sinon plus de ravages, et vous auriez raison. Mais là où la différence fait la différence, c'est que dans les autres pays, du moins ceux qui en ont les moyens et qui ne vont pas jusqu'à se déclarer force de frappe, les moyens sont mis en place pour lutter contre les incendies, y compris dans des pays moyens, j'allais dire, qui ne sont pas très riches. Où il y a des plans hors sec, où les gens, où l'État plutôt, prépare à l'avance, prévoit, met en place les moyens adéquats pour lutter contre ce genre de sinistres, mais pas seulement, contre les inondations, les grandes pénuries d'eau, les épidémies. Or là, c'est le talon d'Achille, si je peux dire, de ce régime, qui se distingue par son habituelle impéritie, qui n'y manque jamais, qui est dans la plus totale impéritie tout le temps, sauf quand il colmate ses propres brèches en puisant dans l'argent des Algériens pour leur en faire cadeau zama. L'été de tous les dangers, parce que sous ces incendies, sous les cendres de ces incendies, couvent des braises à rebours, j'allais dire, et qui, malgré tout le système du blackout total imposé par le régime aux médias, à l'opinion publique, aux partis politiques, commencent à se montrer sur la scène publique. J'en veux pour exemple la récente arrestation et la condamnation à 20 ans de prison du chef de la gendarmerie, le général-major, je crois, Arar, il me semble, si je ne m'abuse. 20 ans de prison. Et il est le troisième commandant de la gendarmerie à avoir été envoyé en prison. Il y a aussi l'affaire de Boualem qui a été étouffée, mais qui continue de susciter des choses, des réactions, des actions de subversion, etc., les uns avec les autres, fort heureusement pour le moment. Il y a aussi cette affaire de centre des orphelins, et il est en train de s'avérer qu'il n'est pas le seul dans cette condition. En fait, ce ne sont pas des centres des orphelins, ce sont des prisons pour orphelins, où règne, et je m'assume, et je vous demande de bien écouter ce que je dis, des choses atroces, comme la présence de réseaux pédophiles. Un juge a été condamné il y a à peu près 3 mois, je crois que c'est dans un autre centre que celui de Mohammedia, pour avoir abusé d'une mineure. Et tout a été fait pour étouffer l'affaire, non seulement le huis clos, qui était nécessaire puisqu'il s'agissait d'une mineure, mais la sommation faite à la presse algérienne de ne pas en parler du tout. Mais c'est en train de filtrer en ce moment. Nous avons appris que des ONG ont pu aller rendre visite aux victimes du centre incendié et qu'ils ont pu recueillir, malgré tout, des confidences très gênantes. Nous y reviendrons au moment voulu, nous ne lâcherons rien. Voilà, nous allons essayer de parler d'un peu de tout ça, de ce malaise qui règne, de ce régime qui se vautre dans sa suffisance et qui laisse ce pays aller à volo. Algérie,
L'été de tous les dangers, ce sera le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Abderrahim Moussawar, enseignant, militant politique, euh, ancien ou toujours membre du FFS? Militant des idées de Hussein Eid Ahmed, du Front des forces socialistes qu'on a toujours connu, c'est-à-dire dans la véritable opposition, le Front des forces socialistes qui n'a jamais mis dos à dos le peuple et le pouvoir, ce qui n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui. Malheureusement. Merci d'être avec nous, Abderrahim. Merci pour l'invitation. Rafiq Bouhlel, depuis Marseille, analyste politique. Rafiq Bouhlel, merci d'être des nôtres. Bonsoir, c'est Jamel. Bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, notre invité. Et merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi. Alors, Abderrahim Moussawar, d'abord, avant d'en arriver au feu, sur ces citoyens qui s'engagent pour lutter contre l'incendie, parce qu'ils voient bien que les moyens mis en place par l'État, appelons-le comme ça, sont loin d'être à la hauteur du sinistre. Nous avons appris que l'un de ces bénévoles, totalement désarmés, qui luttent contre le feu avec des branchages, avec des seaux d'eau, avec des pioches, avec des pelles, vient de perdre la vie. L'Arbi Nasraqi, Rabbi Yarhamou, un jeune. Regardez. Rabbi Yarhamak, c'est l'Arbi Nasraqi. Abderrahim, ces incendies, c'est vrai qu'il y en a partout. C'est l'été, c'est le réchauffement, mais là, on est en train d'assister, surtout qu'il y a eu la fameuse leçon de 2021, plus de 100 morts, des pertes matérielles inimaginables. Et pourtant, il semble ne pas avoir pris la leçon. Il n'y a toujours pas de Canadair, il y a des moyens très limités. Il y a comme de la désinvolture, un président qui va inaugurer une pâtisserie avec le Premier ministre à l'occasion de la Coupe du Monde. Il y a des choses par-ci et par-là. Et puis, il y a de l'impéritie. Nous allons voir, avant de vous donner la parole, la déclaration du ministre de l'Intérieur. Mais c'est-à-dire que tous les Algériens ont été choqués. Que tu ne saches pas parler, que tu ne saches pas t'exprimer, ça peut pas. Mais à ce point, ils se félicitent d'une certaine manière. زلة لسان comme on dit. يقول الحمد لله عندنا 6 موتى. ما قالش même pas الحمد لله عندنا غير 6 موتى. Heureusement qu'on n'a eu que 6 morts. Nous allons voir l'image et je vous donne la parole. وهذه الحرائق هذه خلفت العديد من الخسائر سواء البشريه او الماديه. الحمد لله يعني سجلنا يعني وفاه 6 اشخاص عبر ولايات تلمسان وقلمه وكذلك سطيف. Alhamdulillah, louange à Dieu, nous avons réalisé ces Jannah, là nous avons enregistré 6 morts. Alhamdulillah. D'abord, de mon côté, de ma part aussi, j'ai envie de présenter mes condoléances à la famille de l'Arbi Nasraqi, Rabbi Yarhamou. Il paraît que c'était dans la localité de Eth-Mouhli, dans la wilaya de Sétif. Et nous avons vécu des épisodes en Algérie où des citoyens viennent d'une wilaya et se déplacent dans des wilayas lointaines pour donner un coup de main. Cela ne peut m'empêcher de penser et de rappeler aussi que l'Algérien, c'est celui qui est attaché, qui exprime son attachement à sa terre, qu'elle soit dans sa localité, sa wilaya ou même une autre wilaya, combattre les flammes, combattre les feux. Ça fait partie malheureusement d'épisodes qui reviennent chaque année en Algérie. On a enregistré ça, notamment les 6-7 dernières années où ça devient, avant il y en avait, mais pas de la même ampleur qu'aujourd'hui. Et comme tu l'as rappelé dans l'introduction de cette émission, on se pose la question, nous avons le droit de nous poser la question, que font les pouvoirs publics?
Où elles sont les promesses de ceux qui se présentent comme les plus hauts placés de l'État, le désigné del Mouradia? On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance, on n'est pas là pour rappeler, pour nous appuyer, pour s'appuyer sur des tragédies afin de proférer un discours politique d'opposition. On est là seulement en tant que citoyens et dire que lorsque nous avons des promesses, lorsque vous proférez des promesses en 2021 en disant que lorsque vous dites nous allons équiper la protection civile d'un certain nombre de Canadaires. Et lorsque par la suite, quelques années plus tard, on parle de 17 ou 18 Canadaires, entre guillemets, là je reprends les propos d'Abdelmajid Tebboune, qui par la suite reconnaît que pour avoir un Canadair, c'est une construction qui se fait sur des années. Ce n'est pas soit on transforme des avions militaires ou civils en Canadair, en bombardiers d'eau, etc. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je suis un simple citoyen, au même titre que d'autres, que des millions de citoyens qui ont le droit de se poser les questions en disant aussi, et lorsque vous proférez des chiffres faramineux en disant que les stations de dessalement des eaux de la mer Méditerranée vont réussir à dessaler jusqu'à 13 millions de mètres cubes d'eau par jour aujourd'hui en tant que... L'équivalent, soit dit en passant, de 10 fois la production mondiale. Effectivement, lorsqu'on profère, je dirais pas pour le moment des mensonges, mais ces propos, c'est-à-dire ces chiffres pharaoniques, un citoyen, il est en attente. Un citoyen, il se dit, lorsque le premier magistrat du pays s'exprime d'une telle manière, j'ai le droit en tant que citoyen d'attendre des conséquences, d'attendre des réponses. Force est de constater aujourd'hui que depuis les tragédies de 2021, notamment quand il y a eu presque 200 morts, ça a commencé à Soukara, cette Bessa, ensuite c'est parti en Kabylie, et puis vous avez Chlef, il y avait pas mal de wilayas. Aujourd'hui, c'est plus de wilayas, c'est plus d'hectares, et c'est plus de territoires qui sont ravagés par les flammes. Et c'est moins de présence de l'État. Et c'est moins de présence de l'État. Et nous avons vu des vidéos, Roya Djamaldine, où des citoyens appellent d'autres citoyens, d'autres localités et d'autres wilayas pour leur venir en aide. S'il y a une raison qui exprime cette phrase ou cet appel, c'est parce que tout simplement, le citoyen algérien, au fond de lui, il sait bien que les autorités publiques ne peuvent rien faire. Et c'est les citoyens, le peuple, qui se constitue en véritable État, qui est là pour se sécuriser, qui est là pour se protéger, pour s'entraider. Avec, il faut le dire, il faut le reconnaître, la présence de très fortes, très motivées des sapeurs-pompiers qui travaillent dans des conditions vraiment insuffisantes. Tu sais, Djamaldine, quand je parle du peuple, oui, je n'exclus pas le peuple et les enfants du peuple, bien qui sûr. sont les soldats. Parce que nous avons vu des soldats avec des moyens rudimentaires. Des hommes de troupes qu'on envoie avec des pelles et avec des pioches. Et en 2021, il y avait 35 soldats qui sont morts à Benixila et d'autres localités. Oui. Et puis nous avons des pompiers nous avons vu des vidéos, des images. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais des images qui font vraiment mal qui sont pour choquantes. Un pays. Lorsqu'on parle des incendies, un président qui déclare avoir la plus grande puissance électrique dans le monde, etc. Et rien qu'en appelant, quand on essaie d'appeler nos familles, nos proches en Algérie, il n'y a pas d'eau dans les robinets, il n'y a pas d'électricité. C'est ça la tragédie. Rafiq Bouhlel, sur la même question. Malheureusement, les années se suivent et se ressemblent, mais ça va de pire en pire. Quand on est à la tête d'un pays comme l'Algérie, on doit un minimum avoir de la planification, de l'anticipation et d'avoir un minimum de respect pour ce peuple qui est soi-disant le dirige. Mais en fin de compte, on remarque avec beaucoup de regret que la vie d'un Algérien ne vaut absolument rien aux yeux de ce régime incompétent, aux yeux de ce régime corrompu et surtout qui est à la tête de ce pays à l'encontre de la décision populaire algérienne. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on voit avec l'armée avec un budget de 26 milliards de dollars et une manne financière énorme, des soldats avec des pelles et des pioches. C'est une honte. Quand on voit les 65 000
hommes et femmes de la garde civile et des pompiers et qu'on voit leurs équipements rudimentaires et qu'il faut que le peuple algérien, que les téléspectateurs comprennent. Le budget de la présidence du palais d'El Mouradia est de 870 millions de dollars cette année, en 2026. Le budget de la protection civile, qui comprend 65 000 hommes et femmes, matériel compris, est de 800 millions de dollars, si jamais. Attendez, Rafiq Bouhlel, merci de nous donner cette information que je n'avais pas personnellement. Donc le budget de la présidence, le budget de fonctionnement et d'équipement de la présidence serait plus important que celui de la protection civile de tout le pays. Et n'importe quel Algérien peut le vérifier sur la loi de finances de 2026, le budget de la présidence et de Tebboune et de ces quelques centaines de fonctionnaires de l'État est de 870 millions de dollars, et le budget de la protection civile avec 65 000 hommes et femmes, équipement compris, est de 800 millions de dollars. Attendez, Rafiq Bouhlel, vous êtes en train de nous parler du budget d'équipement et de fonctionnement en même temps. Oui, monsieur. Je peux, quand vous allez donner la parole à votre invité, je peux vous envoyer tout de suite les documents que vous pouvez publier en toute transparence, parce qu'encore une fois, on parle de chiffres que Tebboune ne peut pas démentir. Comment peut-on dire qu'on met les moyens sur la protection civile alors que les moyens sont mis pour le plaisir et le bien-être de Tebboune et de sa nomenclatura? Non, je préférerais dire de sa cour et de ses courtisans. Un président qui s'offre des dizaines, je ne connais pas le chiffre réel, de conseillers qui ne conseillent rien, qui ne sont même pas capables de lui dire que l'Algérie ne peut pas produire 1,3 milliard mètres cubes d'eau dessalée par jour. Ils sont des dizaines autour de lui, à lui dire un mètre bon. Plus grave encore, les décisions de Tebboune, quand on parle de feu, quand on parle de planification, d'équipement pour la lutte contre les incendies. Il faut comprendre que la société qui fabrique les Canadair s'est arrêtée en 2015 et elle a été reprise en 2026. Aujourd'hui, pour commander des avions spécialisés dans la lutte contre les incendies, cela dure des années. Aujourd'hui, il y a, comme l'a dit si bien Mohamed, qu'il y a des avions qui sont transformés. Effectivement, il y a même une nouvelle start-up française qui s'appelle Positive Aviation, qui transforme des ATR en bombardiers d'eau qui ont une capacité plus importante que le Canadair lui-même, qui passe de 6 à 8 tonnes, avec une capacité de largage de 1,2 secondes, et les Américains ont déjà fait leur première commande, qui seront prêts qu'en 2029. Vous imaginez? Alors que le projet, il a commencé déjà en 2024. Pour vous dire que le temps, ça prend beaucoup de temps pour obtenir ce type d'équipement. Plus grave encore, il faut rappeler que le téléspectateur algérien que Abdelmajid Tebboune a annulé la transaction commerciale entre l'Algérie et l'Espagne pour acquérir des avions petits modèles destinés à la lutte contre les feux de forêt. Cela à cause de la position espagnole dans le dossier du Sahara occidental. Pour vous dire que à cause de ce dossier où on a perdu à tous les niveaux, l'Abdelmajid Tebboune a annulé la transaction commerciale parce que pour faire pression sur les Espagnols, et en fin de compte, c'est qui meurt? C'est nos enfants, c'est nos soldats, c'est nos pompiers. Car en fin de compte, dans la wilaya de Club des Pins, il n'y a pas de pénurie d'eau, il n'y a pas de coupure d'électricité, ni d'internet, ni de feu, malgré la verdure qui l'entoure. C'est uniquement le citoyen algérien qui paye le prix fort de leur incompétence profonde. Mais Rafiq Bouhlel, je vais vous laisser encore la parole parce que vous venez de lancer pas un pavé dans la mare, une bombe atomique.
dans le grand espace médiatique complètement blackoutisé. Vous nous dites donc que le budget d'équipement et de fonctionnement de la protection civile, principal acteur de la lutte contre ce genre de sinistre, et pas seulement le feu, les inondations, les secours, les accidents, et beaucoup. Vous nous dites que le budget est inférieur. Moi, j'en suis... je n'arrive même pas à trouver mes mots pour vous dire. Tellement je suis... Mais c'est normal dans ce cas. Vous venez d'apporter la réponse. Ça veut dire que c'est normal que la protection civile ne puisse pas lutter contre les incendies et les feux de forêt. C'est clair comme de l'eau de roche. Je vais aller plus loin, si Jamal. Est-ce que vous avez vu le jour du drame des enfants qui ont été brûlés vifs? Est-ce que vous avez vu les hommes qui sont intervenus de la protection civile équipés de pinces de désincarcération? Ils ne l'avaient pas. Est-ce que vous avez vu les pompiers équipés de tronçonneuses de sans fil pour pouvoir découper les barreaux? Et ils n'en avaient pas. Ils demandaient ça aux citoyens algériens qui cherchaient est-ce que quelqu'un a une scie sauteuse ou a une tronçonneuse. Dans un camion de pompiers, dans les normes internationales, quand un camion de pompiers va dans un sinistre comme celui qui a été le drame des jeunes enfants ou dans un accident de voiture, ils sont équipés de pinces de désincarcération capables de broyer la tôle des véhicules, de la découper morceau par morceau pour sortir les victimes. Les camions algériens ne sont pas équipés parce que tout l'argent qui est censé être mis sur la table et part dans les budgets de fonctionnement du palais d'El Mouradia et dans d'autres budgets qui n'apportent rien à ce peuple. Plus grave encore, je rappelle que les pompiers algériens sont sortis faire des manifestations il y a quelques années. Comment ils ont été reçus? Ils ont été frappés par la police et les responsables syndicaux des sapeurs-pompiers ont été limogés de leur poste et jetés en prison comme des vulgaires criminels. Voilà la réalité, comment le régime algérien traite son élite, parce que les pompiers, c'est une élite, les soldats, c'est une élite. On perd nos enfants à cause de leur incompétence et l'argent va dans les poches des dirigeants et non pas dans le budget de fonctionnement pour sauver les vies des hommes et des femmes et des enfants algériens. Restez avec nous, Rafiq Bouhlel. Donc voilà, Abdelrahim, une nouvelle, nous l'apprenons argent comptant venant de Rafiq Bouhlel, qui ne plaisante jamais avec les chiffres. Qui fait ce budget de la protection civile, qui fait seulement 50% du budget du ministère des Moudjahidines. C'est juste un petit rappel. Ouais. Et ces soldats du feu, qui sont considérés ailleurs, un peu dans le monde entier, comme de véritables héros. Parce qu'il faut voir un incendie de forêt. Il faut le voir. Ceux qui ne l'ont pas vu de leurs yeux ne peuvent pas comprendre ce que c'est. C'est un monstre. C'est un monstre qui avance à une vitesse extraordinaire, qui vous tue par la chaleur, qui vous tue en vous brûlant, qui vous tue en vous étouffant, qui ravage des forêts entières immenses en l'espace de quelques heures, et ces soldats sont jetés dedans. Et si tu me permets, juste pour dire à nos amis qui regardent généralement les feux de forêt à travers des vidéos, la télévision, etc., malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On peut mourir d'un feu de forêt sans être obligé d'être au contact du feu. Oui, oui. Ça veut dire à des dizaines de mètres, oui. En étant éloigné, la fumée, la chaleur, etc., oui. On peut être calciné, on peut être brûlé. C'est le cas de la plupart des gens qui... Oui, oui. Parce que ceux qui meurent généralement dans les feux, que ce soit les feux de forêt, les incendies, etc., ça peut être une calcination, on peut être brûlé physiquement directement par le feu, ça peut être aussi une asphyxie. Donc, c'est pour dire le danger que courent nos frères et sœurs de la protection civile, mais aussi nos concitoyens en Algérie. Mais ils sont aveuglés à ce point, ces gens,
avec la flambée des prix du pétrole, cette seule ressource, hein, c'est la seule ressource de l'État algérien. On n'a pas d'autre. Le gaz et le pétrole. Le gaz et le pétrole, les hydrocarbures. Les autres, c'est des petites ressources, généralement très conjoncturelles, ou ça dépend. Mais quand on dispose d'une telle ressource, le 7e exportateur mondial, il me semble, hein, l'Algérie, on arrive à ne pas pouvoir apprécier la priorité de doter la protection civile de tous les moyens possibles, matériels, humains, prospectifs, des plans Orsec, des moyens étudiés au millimètre, calibrés, et on arrive à lui donner un budget, à lui allouer un budget inférieur à celui de la présidence de la République, à celui des anciens moudjahidines, et je présume à d'autres secteurs bien moins vitaux. Qu'est-ce que cela vous inspire, Abdelrahim? Déjà, ça montre, je peux résumer cela en deux points cardinaux à mon sens, c'est-à-dire ma vision des choses. D'abord, c'est le mépris que le système qui nous gouverne a envers la terre qui s'appelle Algérie. Parce que notre Algérie, qui va du nord du littoral jusqu'au Sahara, jusqu'au désert, jusqu'au Sahel, effectivement, sachant que nous avons une grande partie du plus grand désert du monde, Dieu seul sait ce qu'il se cache en dessous, c'est-à-dire les richesses naturelles, les richesses souterraines, le paradis qui peut être le résultat d'une transformation écologique de notre désert, notamment, par exemple, avec l'utilisation des rayons du soleil pour la production de l'énergie électrique, par exemple. Non seulement ça pourrait nourrir toute l'Algérie, ça pourrait alimenter toute l'Algérie, mais c'est une énergie électrique qui pourrait être même exportée, sans qu'il n'y ait de dangers tels que les dangers de l'exploitation du gaz de schiste, le gaz, le pétrole, etc. Donc, cette terre qui mérite non seulement le respect et la considération, mais elle mérite d'être travaillée. En termes d'agriculture, si l'agriculture était de masse en Algérie avec une agriculture biologique, le respect du littoral, le respect des reliefs. Aujourd'hui, d'ailleurs, si tu me permets, Djemeldine, entre parenthèses, je rejoins personnellement un peu le plaidoyer qui a été fait par notre concitoyen Akram Khariev, qui parlait de la nécessité du moment, c'est-à-dire utiliser les moyens dont dispose l'Algérie pour éviter qu'il y ait des drames. Parce que lorsqu'un arbre, lorsqu'une forêt, ne serait-ce qu'un hectare, brûle, c'est un drame pour notre pays. Nous avons toute cette faune et cette flore qui est exposée au danger par ce mépris du système, mais nous avons également ce mépris envers le peuple. Ça veut dire que dans l'histoire, sur le plan moral, sur le plan psychologique, ce qui peut être traumatisant à travers des générations s'appelle le feu. Le feu, les incendies, c'est un traumatisme éternel. Malheureusement, force est de constater aujourd'hui que la politique de la terre brûlée continue d'être utilisée par des systèmes qui veulent se venger de leur peuple. Un peuple des plus pacifiques au monde, je ne dirais pas un peuple comme le peuple algérien, mérite de vivre dans la paix, mérite de vivre avec des promesses qui devraient être tenues. Nous avons, comme tu l'as si bien dit, le pétrole et le gaz, mais nous avons aussi des richesses humaines, des richesses naturelles que l'on peut exploiter. Mais il faudrait des compétences pour pouvoir les exploiter. Effectivement, et le peuple algérien regorge de compétences qui sont malheureusement jetées à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur du pays. Abdelrahim, pardon de vous interrompre. Parce que moi, je l'ai dit plusieurs fois, parce que j'y crois. Parce que les compétences, autrement dit le mérite, ne peuvent émerger que dans des méritocraties, dans des systèmes érigés en mérite, par exemple, prenez le bac, il a été inventé pour choisir parmi les élèves les meilleurs qui pourraient... mais en Algérie, c'est une médiocratie. Elle a pour vocation première, naturelle, de ne générer que de la médiocrité, voire plus, voire de la mafiocratie. Et la médiocrité qui gouverne en Algérie, je le dis, je l'assume, depuis l'indépendance du pays, elle fait tout pour que les compétences ne puissent
poussé Émerger. en Algérie. Et, Oui. si par malheur pour ce système, il y a des compétences qui émergent, on fait tout, soit pour les bafouer, soit pour les réduire corrompre. à néant, soit pour les corrompre, ou bien pour les pousser à quitter le pays. Voilà. Alors que dans le temps, dans l'histoire, le peuple algérien a prouvé qu'il est capable de faire de très belles choses. Si nous étions gouvernés par un système qui pense au bien, Oui. à l'avenir des générations du pays, on aurait tout fait pour exploiter ses compétences dans des universités, dans des instituts, étudier les feux de forêt. C'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure au début de l'émission, ça se passe à travers le monde entier aujourd'hui avec le réchauffement climatique, le pourtour de la Méditerranée qui souffre des feux de forêt. Mais cela ne nous empêche pas de réfléchir, ne nous empêche pas de mettre en place des stratégies pour étudier les causes, pour étudier les reliefs en Algérie, comment faire attention, comment protéger ces espaces naturels, comment protéger l'humain, et proposer des solutions pour que le drame de 2026 soit amoindri en 2027, etc. Mais le problème, c'est que malheureusement, avec cette politique mensongère menée par le système qui nous gouverne, avec ces promesses non tenues, avec ce bellicisme langagier, Oui. on a l'impression que c'est le contraire qui se produit. Alors, avant de donner la parole à Rafiq, permettez-moi, cher ami, du haut de mon âge, parce que moi, à l'indépendance, j'avais 12 ans. Donc, non, j'avais 11 ans. Donc, je sais, j'ai vu à ce moment-là ce qui s'était passé. Vous savez qu'après l'indépendance, c'était prévu que les Pieds Noirs restent en Algérie. Avant qu'il n'y ait les fameux incidents, enfin, incidents, c'est trop peu dire. Les fameux carnages de Harki, de Pieds Noirs, etc. La peur aidant, et l'OAS surtout. L'OAS qui a semé la terreur et la dévastation et qui a fait que le Franché était devenu infranchissable. Alors, tous les Pieds Noirs sont partis d'un coup. Et la fonction publique, tous les organes qui font partie de la vie de tous les jours, comme les pompiers, la poste, les ponts et chaussées, les administrations de tout genre, se sont retrouvés sans effectifs. Parce que la plupart des effectifs étaient des Pieds Noirs. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait, les Algériens, à ce moment-là? Moi, je l'ai vu de mes yeux. Ils se sont mobilisés pour occuper ces postes alors qu'ils n'en avaient pas les compétences. Par exemple, un facteur, c'est le cas de mon propre père, qui est devenu petit à petit chef de service. Et ça a été le cas au niveau de tous les postes de l'administration et de l'État en Algérie. Et ils ont sauvé la situation. On n'a pas eu de pénurie d'eau un seul jour. On n'a pas eu de pénurie d'électricité un seul jour, malgré la transition très brutale. Et c'est dire qu'il ne faut jamais désespérer du génie des peuples. Effectivement. Khoya Jamaldine, juste une petite parenthèse. Oui. Je viens d'une localité, Kharata, c'est-à-dire qui se trouve à proximité d'une commune qui s'appelle Darguina. Là où il se trouve qu'il y avait, à une certaine époque, une centrale électrogène, production d'électricité, qui alimentait l'Algérie, tout l'Est algérien jusqu'en Tunisie, jusqu'à la capitale Tunis. Aujourd'hui, le problème, c'est que cette centrale électrogène ne suffirait peut-être même plus c'est-à-dire à la wilaya de Béjaïa. Oui. Alors, Rafiq Bouhlel, pardon de vous avoir laissé un peu attendre. Je ne vais même pas vous poser de questions, Rafiq Bouhlel. Je sais que vous allez beaucoup nous apporter. Dites-nous un peu ce que vous pensez de tout ça. Je vous laisse, comme on dit, la bride sur le cou. Merci beaucoup, Sidi Jamal, et je vais aller dans la continuité de Seyed Abdelrahim et de ce qu'il a dit, qui est totalement juste et que personne ne peut contredire, à part Tebboune et sa mafia, tout simplement. On est dans un pays où, malheureusement, et je l'avais toujours dit, qui est dirigé par une caste militaire, une petite caste militaire, et leur larbin qui représente la façade civile, qui a détruit le pays. Économiquement, politiquement, diplomatiquement. Et aujourd'hui, pour reprendre le pays en main, il faut vraiment que le peuple algérien ait un certain électrochoc et il doit se réveiller. Parce que dans les années 70, un dinar est égal à 1 euro, 1 franc, voire un peu plus.
On n'avait pas de production de gaz importante, ni de production de pétrole, ni d'hydrocarbures. Aujourd'hui, notre dinar ne vaut absolument rien. C'est une monnaie de singe. On a baissé en matière d'exportation de gaz, les exportations ont baissé. Et que le peuple algérien doit comprendre que ces coupures d'électricité vont être de plus en plus récurrentes. Pourquoi? Parce que en Algérie, avec 80% de la surface qui est un désert, on produit l'électricité à 99% à partir du gaz et non pas du solaire. Et que l'Algérie, n'ayant pas une économie diversifiée et sous la pression de l'Union européenne et des pays étrangers, elle est obligée d'exporter de plus en plus de gaz. Donc, ils vont être obligés de couper l'électricité de plus en plus pour utiliser le gaz qui est utilisé pour la production, pour pouvoir exporter. Abdelmajid Tebboune, il y a 3 mois, a donné l'instruction de réduire de 50% l'activité des cimenteries algériennes qui fonctionnent au gaz pour pouvoir exporter ce gaz. Abdelmajid Tebboune aussi a donné l'ordre de réduire de 50% la production de tout ce qui est engrais au niveau de Asmidal dans l'Est algérien, parce que aussi c'est des industries très énergivores en matière de gaz. C'est une catastrophe que vit le peuple algérien en ce moment à cause de Shingriha, 80 ans, qui n'arrive même pas à tenir une parole, qui n'arrive même pas à dire une phrase correcte. Quand on voit les personnes autour de Abdelmajid Tebboune, franchement, moi, quand je le vois, c'est juste quand on voit Abdelmajid Tebboune, président de l'Algérie, c'est une insulte aux Algériens. Alors que 75% de notre population, c'est une population jeune, c'est une population compétente. Le Hirak a prouvé que notre peuple est un peuple civilisé, instruit, qui a peur pour son pays. Le Hirak a montré à toute la planète tout ce que dit le régime algérien, à savoir si on n'est pas au pouvoir, ça va être la Syrie ou je ne sais pas quoi. C'est totalement faux. Il faut que le peuple algérien reprenne les rênes de son pays. Et si vous avez remarqué, si Jabal, pour en finir, c'est que depuis 48 heures, tous les larbins et les relais du régime algérien sur les réseaux sociaux ont lancé un hashtag Anam Abladi pour faire comme l'année passée quand il y avait le hashtag Marani Sharavi, parce qu'ils ont senti, ils ont vu que le peuple algérien commence à en avoir marre, commence à réclamer des comptes et commence à appeler à sortir dans la rue pour manifester. Parce que vous imaginez, par ces températures caniculaires, pas d'eau, pas d'électricité, pas de gaz, pas de voiture, pas de pneus. On est dans une pénurie nouvelle qui n'a jamais existé. Une pénurie de cigarettes. Merci Jamel. Une pénurie de cigarettes. C'est totalement gravissime et ceci va encore être accentué par cette incompétence, car ils ne sont pas capables de gérer une épicerie, ils se retrouvent à gérer un pays. Abdelmajid Tebboune, sa place, elle est en prison. Saïd Saïoud, sa place, elle est en prison. Saïd Chimriha, sa place, elle est devant un tribunal pour répondre des crimes de guerre. C'est pire. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, Rafik Bouhelel, pardon de vous interrompre. Il y a un chiffre qui interpelle, que vous venez de donner. Vous parlez d'1% d'énergie solaire sur l'ensemble de la... C'est bien ce que j'ai entendu. Bien sûr. Alors, mais 1%, c'était déjà le cas du temps de Bouteflika. Absolument. Il n'y a eu aucun investissement en matière d'énergie verte. On a 80% pour vous dire. Si jamais le gouvernement algérien sont tellement incompétents, sachant qu'ils auraient dû investir dans l'énergie verte, ils auraient dû investir dans l'énergie solaire pour pouvoir avoir plus de gaz à exporter, pour avoir plus de gaz à mettre sur les marchés mondiaux, sur les marchés spot, pour avoir plus de gaz à mettre sur au lieu de mettre du torchage et qui coûte des milliards, pour pouvoir faire entrer de l'argent. On a 1% de l'énergie
électrique qui est produite par l'énergie solaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de parc solaire. Les grands projets qui étaient prévus, etc., sont tous passés à la trappe. On voit que des mini-centrales solaires qui ne produisent pas beaucoup d'électricité pour alimenter les villes. Sachant que, on sait très bien, nous sommes des Algériens, dans toutes les maisons, il y a des clims. Le peuple algérien, les naissances augmentent chaque année. Donc, on était 40 millions il y a 10 ans, on est 48 millions aujourd'hui. Les villes s'agrandissent, etc., etc. Donc, la consommation de l'énergie augmente, alors que les infrastructures n'augmentent pas. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un comme Mohamed Argal, le ministre de l'énergie, qui était lui-même le directeur général de Sonagaz du temps de Bouteflika, il était incompétent dans le temps de Bouteflika. Mais Rafiq Bouhelel, pardon, ce que vous êtes en train de dire, pardon de vous interrompre, parce que pour que ça ne m'échappe pas, avec mon âge, je deviens un peu gaga, moi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes en train de nous décrire ce qu'on appelle l'effet ciseau, je crois, en termes économiques, où les consommations, les consommations et les exportations interfèrent les uns sur les autres et se neutralisent ou se compliquent ou qu'est-ce que ça peut... Est-ce que vous pourriez nous le dire en termes plus simples pour que nous puissions comprendre? Si on était un pays qui avait des compétences et qui avait des négociations diplomatico-économiques, j'aurais proposé aux Espagnols, vous avez besoin de gaz, vous avez besoin de plus de gaz. Je propose aux Italiens, vous avez besoin de gaz, vous avez besoin de plus de gaz, pas de problème. Venez investir dans mon pays. Vous avez le Sahara. Vous construisez des centrales solaires et toute l'électricité qui est générée par ces centrales qui vont économiser le gaz pour produire l'équivalent, je vous l'exporte à des prix compétitifs de manière à ce que vous n'êtes pas perdant et je ne suis pas perdant. Et vous allez voir que les Espagnols vont dire oui, les Allemands vont dire oui, et les Italiens vont dire oui, et les Français vont dire oui. Pourquoi? Parce que eux maîtrisent cette technologie à grande échelle. Eux je vais aller plus loin. Si notre Algérie était dirigée par un gouvernement, non pas une dictature militaire qui fait peur, si elle demain on va dire un certain programme nucléaire, j'aurais proposé à la France, de manière très claire, et surtout à la société Areva, vous faites de l'électricité nucléaire, venez dans mon pays, l'Algérie, vous avez des zones désertiques qui sont sûres, construisez-moi une centrale nucléaire et l'électricité qui va être générée pour alimenter 2, 3, 4, 5 départements, 5 wilayas, le gaz qui est utilisé là-bas, je vous l'exporte en contrepartie à des prix compétitifs, encore une fois, dans le modèle gagnant-gagnant. Très bien. Voilà comment on peut faire, voilà comment on peut négocier, voilà comment on peut créer une dynamique économique avec des autres pays. Mais non, les Algériens, on a Chemdeliha au pouvoir avec une centrale nucléaire, on représente un danger. Les entreprises dans l'énergie qui vont venir en Algérie, ils vont leur demander des pots de vin. Ça, on le sait. S'ils ne déposent pas de pots de vin, il n'y a pas de contrat, donc automatiquement, ils se tournent vers d'autres pays. Et voilà comment on détruit notre économie avec notre propre dividendes. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, malheureusement, c'est des corrompus. Ils ne pensent pas aux intérêts suprêmes du citoyen algérien et du pays. Ils pensent uniquement à leurs intérêts, à leurs enfants, à Saïd Saïd pour avoir son titre de séjour pour son fils, à Saïd Chemliha pour avoir son appartement à Paris, et j'en passe des cartes et fabuleux. Et voilà pourquoi on se retrouve et voilà pourquoi, malheureusement, aujourd'hui. Oui, effectivement. Avant de vous donner la parole, Abdelrahim, nous allons voir, nous l'avons déjà passé, moi je ne résiste pas à l'envie de la repasser, parce que là on voit Tebboune dans toute son apothéose, si je peux user de ce terme, sa splendeur, c'est incroyable de pouvoir qu'un État, qu'un pays puisse avoir à sa tête un véritable mythomane compulsif. Ça veut dire
qui ne peut même pas se retenir de mentir. Mais si au moins c'était des mensonges qui pourraient passer. Vous allez l'écouter, nous allons en discuter. كهرباء احنا الدولة الوحيدة وهذا على الحساب تاع الأمم المتحدة. الأمم المتحدة كانت مسطرة 2030 نسبة نمو بالنسبة لكل البلدان تاع الأمم المتحدة. احنا الدولة الوحيدة اللي فاتت المعدل اللي كانوا حسبته الأمم المتحدة. الدولة الوحيدة ما كانش لا أمريكان ولا فرنسا ولا الروس. فتنا الشيء اللي كان محدد. عندنا فايض رانا باش نبيعوا أوروبا للكهرباء، بينما زمان كان غير يجي للحمام شوية يبدا يدقدق عليك الكليماتيزار ويطفى. مبقاش هاد الأمور عندنا حنا الحمد لله. إذن ماناش دولة متطورة 100% ولكن رانا ماشيين ليها خطوات إن شاء الله مدروسة، بخطوات اللي ما تخليناش نرجع. Alors pour ceux qui ne comprennent pas la langue arabe, ce monsieur nous dit que les Nations Unies ont fixé des planchers de capacité électrique pour chaque pays et que nous avons non seulement, on ne sait pas dans le plancher, nous avons même dépassé le plafond. Au-dessus. Nous sommes au-dessus et nous sommes le seul pays au monde à l'avoir fait. Et nous sommes le seul État au monde à disposer d'une telle capacité, ni l'américain, dit-il, ni le russe, ni je ne sais pas ce qu'il a dit. Et nous avons un five, un superflu, excédent. Un superflu que nous pourrions exporter en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Mais il vient de se passer que quelque chose est venu le contredire. L'Algérie vient d'être frappée par une panne d'électricité historique. On demandera tout à l'heure à Rafik Boulel de nous dire si dans d'autres pays du monde, ils ont subi un tel délestage, comme on dit, où 80% du pays ont été en panne électrique. 80% du pays, avec toutes les pertes que cela suppose. Bien sûr. À votre avis, Abdelrahim? D'abord, si ma voix peut être écoutée, c'est de dire à ceux qui nous gouvernent en Algérie de respecter ce pays, de respecter ce peuple, de ne plus croire que nous sommes encore à des années où le mensonge pourrait passer sans être contredit, sans être vérifié. À l'instar de celui qui a été désigné à la tête de Mouradia, ces mensonges, ce bellicisme, etc. Moi, je pense que notre pays, notre peuple mérite mieux. Nous sommes à un moment aujourd'hui où il est toujours important de rappeler la nécessité de penser aux vies humaines. En parlant d'électricité, juste un dernier exemple que je vais donner, c'est que nous avons vu des images d'un hôpital. Normalement, les hôpitaux, c'est les endroits où le citoyen se sente rassuré. À l'abri. À l'abri de Prise tout ce en qui charge. pourrait se faire ou se produire à l'extérieur. Les patients ont été sortis dans des fauteuils roulants parce que tout simplement, le personnel de l'hôpital, ça le dépasse. Le personnel de l'hôpital n'a rien trouvé de mieux que de le faire parce que la température à l'intérieur dépasse largement celle de l'extérieur, malgré les feux de forêt. C'est juste pour dire à ceux qui nous gouvernent en Algérie, s'il vous reste encore un brin d'humanité, pensez à ce pays, pensez à ce peuple, réfléchissez un petit peu. Au lieu de mentir, au lieu de faire du mensonge un mensonge d'État, arrêtez les arrestations, arrêtez l'acharnement contre les militants, contre les citoyens qui ne font en réalité que rappeler que tout va mal dans notre pays et qu'on peut bien faire. Merci Abdelrahim. Rafik Boulel, il nous reste environ 3 minutes au grand maximum. Hein. On va déborder. Je suis désolé, donc je vous laisse nous dire ce que vous pensez de tout ça. Je vais être court et je vais être concis. Effectivement, dans les pays du monde, il arrive où il y a des blackouts électriques, mais en général, c'est suite à des séismes, suite à des ouragans, suite à des tempêtes, suite à des catastrophes naturelles en général. Mais là, en Algérie, on a connu un blackout suite à une consommation importante d'électricité qui n'était pas prévue avec la chaleur, etc. Mais c'est au-delà de ça, c'est que
nos centrales électriques n'ont pas la capacité de produire la consommation nécessaire. Et avec le réchauffement climatique, des épisodes caniculaires, on va en avoir beaucoup. Et surtout, ça va être à répétition. Première des choses. Deuxième des choses, pour aller dans le sens de Cheikh Abdelrahim, on ne connaît pas le bilan de combien de morts suite à la coupure des électricités au niveau national. Parce qu'on a découvert malheureusement que dans des hôpitaux, dans des dispensaires, dans des cliniques étatiques, elles ne sont pas équipées de groupes électrogènes. C'est une catastrophe. Des bâtiments hospitaliers qui sont censés soigner des personnes, qui ont des équipements électriques qui sont vitaux pour les patients, se retrouvent en panne et qui ne disposent pas de groupes électrogènes pour assurer le fonctionnement. Dans ce cas-là, les assurances ne vont pas rembourser les millions et les millions de dollars de pertes aux citoyens algériens, que ce soit dans la grande distribution, que ce soit dans les vendeurs et les distributeurs de viande rouge et des viandes blanches. Et surtout, malgré tout ça, on n'a pas un programme de reboisement. On n'a pas un programme pour essayer de mettre en place des programmes pour récupérer la manne animalière qui est partie, qui a brûlé, que ce soit des poules, des chèvres, des vaches, des ânes, etc., etc., etc. Les conséquences de leur incompétence, elle va peser sur le peuple algérien pendant plusieurs décennies. Et c'est pour cette raison que malheureusement, encore une fois, le peuple algérien ne mérite pas ce gouvernement d'incompétents. Abdelmajid Tebboune qui a été nommé par les généraux, et même ces généraux qui l'ont nommé vont aller dans le mur avec lui parce que le peuple se réveillera. Et le jour où le peuple se réveillera, il finira le Hirak acte 2 pour sauver l'Algérie. Et moi, j'invite à tous les Algériens à réfléchir à leur avenir et l'avenir de leurs enfants et de voir comment on ne peut pas vivre en Algérie parce que ou on meurt brûlé, ou on doit prendre les barques de la mort et on risque de se noyer dans la Méditerranée. Donc, le sort des Algériens, il est ou mourir dans le feu, mourir dans la mer, ou se taire parce que celui qui ose contredire cette junte militaire se retrouve automatiquement en prison. C'est malheureux et Inch'Allah, Rabbi Jib al-Khair de l'Algérie parce Merci. que, encore une fois, si on parle comme ça, c'est parce qu'on aime notre pays. Merci Rafiq Bouhlel, merci Abdelrahim Moussour, merci à vous chers amis. Je rappelle cependant la nouvelle de la condamnation à 20 ans de prison du commandant suprême de la gendarmerie, je ne sais pas ce qui est son véritable titre, à 20 ans de prison. C'est le troisième chef de la gendarmerie qui est jeté en prison pour dire que sous le calme plat qui semble régner au niveau du système, il y a des tempêtes qui sont en train de faire des choses et d'autres. Merci beaucoup, bonne soirée.